De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, chapitre 10, suite. Nana était mariée. Je le sus dès que je fus capable de comprendre. Son mari était en France, il s'appelait Omar. Quelquefois mes tantes parlaient de lui, toujours en mauvais termes. Khalti ne l'aimait guère. Nana ne pouvait pas le défendre. Dans ma mémoire, le visage de Omar est toujours lié au visage de sa mère. Je ne le connaissais pas, lui, lorsque la vieille renoua les relations avec les filles d'Ahmad. La poterie se vendait bien, apparemment. La vieille était fine. Omar avait abandonné Nana quelques mois après leur mariage. Il était parti pour la France et s'y trouvait toujours. Il avait tous les torts, mais sa mère dit qu'elle se chargeait de le faire revenir de Paris. On ne refuse pas de revoir son mari sans y penser à deux fois, d'autant plus qu'il ne consentirait jamais au divorce. Je suis sûr que la belle-mère fut mal reçue par Khalti. Mais que pouvait faire la douce Yamina ? Elle écoutait la vieille et sans doute un peu son cœur. Elle était jeune, belle, aimante, elle avait connu son mari et n'avait pu l'oublier. Voilà pourquoi, sans trop comprendre comment cela se produisit, je me mis à rencontrer chez mes tantes une vieille inconnue qui était tout sourire et à laquelle il fallait parler avec des marques de respect. Je revois encore les yeux de cette femme, ils étaient grands et noirs. Ils m'agaçaient beaucoup quand ils se posaient sur moi. Elle vous déshabillait du regard. Je me mis à la craindre et à la haïr. Elle avait un visage de cire aux traits rectilignes, un nez bien droit, des rides verticales, une bouche très large aux lèvres minces, qu'elle élargissait parfois par des sourires qui me semblaient cruels. Chaque fois qu'elle s'en allait, Nana ou Khalti lui donnait un paquet qu'elle enfouissait toujours souriante dans sa gandoura contre son ventre. C'était tantôt des figues, tantôt de la farine ou de l'orge. Omar débarqua effectivement un jour et reprit ma douce Nana. Il dut rentrer chez ses vieux parents les mains vides, car il accepta leur tutelle sans rechigner. Il avait des frères et des sœurs. On n'avait pour lui que de l'indifférence et du mépris. Bientôt, Nana subit aussi ce mépris, car Khalti resté seul n'avait pas grand-chose à donner à la vieille. Les frères de Omar se déchargeaient sur lui de toutes les besognes difficiles. Dame, ils avaient assez travaillé durant son inutile absence. Omar avait sans doute beaucoup de choses à se reprocher sur sa façon de vivre à Paris. Il acceptait impassiblement le rôle de valet, méditant un projet d'évasion définitive. Il le laissait deviner à ma tante qui, de son côté, avait sa large part de peine et d'humiliation. Je ne peux pas dire exactement combien tout cela dura, mais je me souviens bien d'une soirée de printemps ou d'été. Il faisait clair de lune. Nous étions dans la courette, Khalti, Baya et moi. Khalti me racontait pour la 20e fois l'histoire du voleur de paille que le bon Dieu voulut confondre en marquant au ciel d'une traînée laiteuse sa marche nocturne sur la terre. L'histoire avait d'ailleurs des variantes. Ça pouvait être un voleur de vaches laitières ou un meunier malhonnête. Mais l'idée était la même. La voie lactée était toujours pour Khalti un reproche immuable aux louches besognes de la nuit. On frappa brutalement au portail, Baya ouvrit sans attendre. Omar et Nana entrèrent en soufflant. Nana avait un gros ballot de linge sur le dos. Il y avait toutes ses nippes. Omar était enfoui sous le gros tapis multicolore. Il serrait d'une main un oreiller sur sa poitrine, de l'autre il tenait sur son épaule, sous le tapis, le petit coffre aux couleurs vives dans lequel ma tante enfermait avec soin ses bibelots, sa savonnette, des bracelets et des colliers. Je le connaissais bien, ce coffre. C'était la seule chose que ma tante ne me permettait pas de manipuler à mon aise. Elle l'avait emporté lorsqu'elle avait rejoint son mari. Que signifiait ce déménagement ? Sous la pâle lumière de la lune, je vis les yeux de Khalti briller de joie et ses pommettes devenir plus rouges.
Je compris qu'elle était dans le secret. Nous entrâmes tous les 5 à l'intérieur. Nous nous assîmes en rang pêle-mêle entre les bagages. J'étais tout oreille pour une fois, Omar m'intéressait. Il s'épongeait le front avec son beau burnous tissé par Nana. Il avait un petit visage noirot et géométrique qui rappelait un peu celui de sa mère, des yeux noirs très vifs, une bouche édentée. Il parlait avec précipitation et avait une façon particulière de prononcer certaines consonnes, de sorte qu'il fallait deviner les mots d'après le sens des phrases. Il était trapu et maigre, à peine plus grand que Nana. Si je ne le craignais pas, je le détestais autant que je détestais sa mère. Pourtant, ce soir-là, il réussit à me faire pitié. Il avait toujours un pan de burnous sur le front, lorsque je le vis pencher brusquement la tête et se cacher le visage. Ses épaules tremblèrent, des hoquets montaient de sa gorge. Nous nous regardâmes, il pleurait. Nous l'écoutions en silence. Nana fit la moue et porta les mains à ses yeux. Il releva la tête, me montra sa figure grimaçante qui n'était pas belle à voir. Je n'avais jamais vu un homme pleurer. Je croyais la chose impossible. Je ne pouvais pas comprendre qu'un homme pleurât. Je sentis que Omar n'avait plus rien de grand ou de fort. Il se rapprochait de moi, devenait un camarade, presque un ami, et à la vue des larmes de Nana, nous nous mîmes à pleurer, Baya et moi.